Penser contre soi-même. Voilà le fil rouge qui va nous servir de thème pour le cours du Forum des Humanités qui débute maintenant. S'il y a bien une discipline qui peut nous aider à penser contre nous-mêmes, c'est l'anthropologie sociale, dite aussi ethnologie, c'est-à-dire l'étude des hommes en société. L'objet de l'anthropologie, nous dit Marcel Mauss, est la recherche de ce qui est commun à tous les hommes. Pour ce faire, l'anthropologie étudie des populations et des cultures lointaines, étrangères, et même exotiques, si on devait employer un terme qui peut être connoté péjorativement parfois. Quoi de commun existe-t-il entre un Indien Guarani d'Amazonie et un paysan ardéchois? Quoi de commun entre un chasseur-cueilleur de l'Est du Paraguay, un Guaraki, et un Parisien, population que l'on connaît bien, qui prend le métro chaque matin ou se rend à son travail en voiture, en vélo, et qui se rend chaque soir dans son Monoprix ou son Franprix pour se nourrir. L'anthropologue se positionnera donc en tant qu'observateur, en se rendant sur le terrain, en observant et en interrogeant des cultures lointaines, étrangères, et en questionnant leurs rites, leurs pratiques, leur culture, leurs coutumes, leurs croyances, leur art qui diffèrent tous profondément des nôtres. À travers l'étude de ces trajectoires tout à fait différentes de la nôtre, nous pouvons en regard nous interroger sur nos propres pratiques, notre rapport à l'économie, au travail, à la division des tâches ménagères, à la santé, à la culture, à l'exclusion et aux inégalités sociales. La démarche anthropologique est une démarche qui est par essence comparatiste. Il n'y a pas une culture, mais il y a des cultures. Et ces cultures ne peuvent se penser que relationnellement, c'est-à-dire les unes par rapport aux autres, dans ce qui les différencie notamment les unes des autres. Ceci peut paraître abstrait, mais prenons un autre exemple, celui de la mode. Nous vivons dans des environnements changeants, soumis à des modes, et ces modes elles-mêmes se transforment. Une mode a pour vocation nature à devenir démodée. La mode d'un temps T deviendra, en temps T+1, démodée. Et c'est en relation avec des anciennes tendances ou des tendances à venir que cette mode va naître ou va périr. Prenons un exemple, illustrons cet exemple par la question des cheveux, la question capillaire et la question du poil finalement chez les hommes. Vous pourrez observer à travers le siècle, le XXe siècle, toutes les décennies, des changements importants du point de vue capillaire. Apparition de la barbe ou retrait de la barbe, la moustache, changement de coupe de cheveux. Ces réactions, ces actions-réactions sont toujours suscitées par rapport à ce qui a existé. Il en va de même avec les cultures. Les cultures se définissent les unes par rapport aux autres. Mais revenons à la question de l'anthropologie. L'anthropologue prône les vertus du décentrement. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, célèbre en France et à l'international, ayant vécu au XXe siècle, mort à 101 ans en 2009, parlait de regard éloigné. Il faut apprendre à regarder les cultures lointaines de près, tout près d'elles, et il faut regarder notre propre culture, nos propres coutumes, de loin, comme si nous étions extérieurs à elles. En l'occurrence, il s'agit de se laisser surprendre, que plus rien n'aille de soi, être capable de tout interroger. Toutefois, l'opération de décentrement est plus aisée en théorie qu'en pratique, car il faut bien admettre que l'anthropologue est un homme comme les autres, c'est-à-dire qu'il a des difficultés, comme chacun d'entre nous, à se détacher de sa position et à observer le monde de façon purement objective et extérieure à lui-même. Nous parlons tous depuis notre propre position, depuis notre propre corps. Je suis au centre du monde, en tout cas de mon monde. Imaginons que je sois là devant vous, je suis le point A et le monde forme une sorte de cercle autour de moi. Si je me retire, le monde disparaît. Et voilà que je reprends place au cœur du monde, étant à l'origine de ce monde et étant le destinataire de celui-ci. Je suis en quelque sorte le médiateur du monde qui m'entoure. Alors, je vous propose, pour essayer de se mettre dans cette situation-là et comprendre à quel point le monde passe à travers nous comme position centrale, de vous livrer à un petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux quelques secondes. Fermez les yeux. Maintenant que vos yeux sont fermés, réfléchissez, visualisez une carte du monde et situez la France, le pays français, sur cette carte mondiale. Où se trouve la France? Vous voyez? Maintenant,
ouvrez les yeux. Je vous propose maintenant de regarder 3 cartes du monde qui sont organisées selon un centre différent. Voyons par exemple cette carte vue ou prise du point de vue australien. Vous l'avez certainement déjà rencontrée cette carte, le monde est inversé. L'Australie est évidemment au centre. Voyons maintenant cette carte vue depuis la Chine. Vous voyez le déplacement opéré. Et maintenant, sur cette 3e carte, je vous laisse deviner quel est le point central qui structure l'univers mental de ceux qui regardent. Vous l'aurez compris, nous parlons toujours depuis notre corps, mais également depuis notre culture, que nous transportons avec nous, malgré nous, sur nos dos comme un cartable, avec ses valeurs, ses croyances. Et c'est à partir de ces valeurs et de ces croyances que nous allons regarder, parfois juger, évaluer les autres cultures, les autres groupes humains, introduisant par là ce qu'on appelle en anthropologie l'ethnocentrisme. C'est-à-dire de regarder, d'évaluer et de juger des cultures différentes à l'aune de notre propre culture, de notre propre référence. On regarde à partir de soi et on revient à soi. On y cède tous. Rendez-vous à l'étranger, quand vous croisez un monument, vous allez comparer ce monument à ce que vous connaissez déjà. Si vous allez en Espagne, vous allez regarder l'heure des repas et comparer en fonction des repas à la française ou à l'anglaise. C'est un biais que nous avons tous en nous et qui nous permet d'une certaine façon de réintégrer les autres cultures dans notre propre système de pensée qui préexiste. C'est une façon de ne pas subir une agression de l'extérieur trop forte et de nous familiariser avec les cultures voisines ou étrangères ou exotiques. On pourrait citer un cas extrême de cette menace qui nous vient des cultures qui ne sont pas familières avec le syndrome de Paris. Vous en avez certainement entendu parler dans les journaux, dans les médias. C'est ce qui affecte le touriste japonais, alors une infime partie des touristes japonais bien évidemment, qui se rendant à Paris se trouvent pris de manifestations physiques de troubles, suée, malaise, vertige, allant même jusqu'à l'hallucination du fait du frottement entre ces deux cultures très différentes et notamment de la barrière de la langue. Évidemment, je vous rassure tout de suite, ce trouble est provisoire et le retour à la normale se fait ensuite parfaitement. L'ethnocentrisme est en nous et introduit un premier biais dans l'observation des sociétés lointaines. Un autre biais peut exister et d'ailleurs s'additionner très naturellement à l'ethnocentrisme. Il s'agit de l'évolutionnisme. Pour l'expliquer simplement et quelque peu hâtivement, on pourrait dire que l'évolutionnisme postule que nous faisons partie d'une seule humanité et que nous écrivons une seule et même histoire. Or, comme vous pouvez l'observer, toutes les cultures et toutes les civilisations ne se ressemblent pas, comme si certaines s'étaient arrêtées un peu plus tôt sur la frise de l'histoire. Il y aurait des sociétés restées dans l'enfance, d'autres qui seraient arrivées à maturité, et évidemment, derrière l'évolutionnisme se cache la tentation pour nous autres occidentaux de voir dans notre culture la civilisation la plus avancée, au regard de laquelle toutes les autres cultures devraient être évaluées, mesurées. Il est temps désormais de se consacrer plus exclusivement à un auteur, Claude Lévi-Strauss, que nous avons mentionné précédemment, et à un livre écrit par Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, en 1952, pour déjouer les risques que nous avons évoqués, c'est-à-dire l'évolutionnisme et l'ethnocentrisme. Si j'ai décidé de vous parler de cet ouvrage en particulier, c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est que pour déjouer le risque évolutionniste, il faut bien comprendre que toutes les cultures, chaque culture, a à répondre à un certain nombre de questions universelles que toute l'humanité se pose. Mais chaque culture y apporte sa réponse particulière, singulière, propre. Cette singularité, nous dit Claude Lévi-Strauss, est un atout. Elle participe d'un processus dynamique qu'on nomme justement humanité. L'humanité n'est pas multiple, n'est pas une, elle est l'assemblage, la coalition de ces cultures dynamiques qui vivent les unes avec les autres. La deuxième raison est la suivante. Les hommes sont des malades du sens. Ils en fabriquent sans cesse. Que ce soit à travers les mythes ou l'histoire, que ce soit à travers la magie ou la technique, la science, ce sont, nous dit Claude Lévi-Strauss, les mêmes dispositions d'esprit qui sont à l'œuvre. Elles sont inhérentes à l'homme. Certes, elles s'exercent sous des modalités différentes. Le sauvage part du sensible pour penser le monde, c'est-à-dire de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il éprouve,
Alors que le moderne va partir de l'intelligible. C'est la pensée pure, c'est la pensée mathématique. Les résultats sont certes inégaux, notamment d'un point de vue matériel, mais la disposition d'esprit est la même. Qui serions-nous pour juger de la façon dont se fabrique le sens chez les sauvages? La troisième et dernière raison, notre rapport au progrès, notion à laquelle nous sommes, nous autres modernes, si attachés. Qu'entend-on par progrès? Qu'appelle-t-on par progrès? Et pourquoi mesure-t-on notre rapport aux sociétés primitives et la distance qui nous sépare d'elles à partir de cet instrument de mesure qu'est le progrès? Claude Lévi-Strauss nous dit que le progrès tel que nous l'entendons, nous autres modernes, c'est la recherche du rendement et la recherche de la croissance d'énergie disponible par habitant. On peut le mesurer, ce progrès matériel, de plusieurs manières. Notre instrument et notre indice classique est le PIB, ou le PIB par habitant. On pourrait avoir recours à des instruments plus originaux, mais qui seraient tout aussi probants, en prenant par exemple une carte de la nutrition mondiale et en évaluant les calories consommées par jour, par habitant, un peu partout sur le globe. Je vous laisse vous-même découvrir cette carte. Une carte, cela reste abstrait, mais on peut aussi imaginer ce que mangent concrètement les gens, selon les cultures et les régions du monde où ils habitent. Je vous laisse regarder à présent cette carte, ces images, ces photographies plus exactement, où des hommes et des femmes se présentent devant vous avec la nourriture consommée en une semaine par une famille de 4 personnes, et je vous laisse vous-même juger. Si l'on reste à cette définition du progrès, comme recherche du rendement, comme quantité d'énergie disponible par habitant, alors évidemment l'écart est indéniable entre les sociétés dites primitives et les sociétés modernes. Mais est-ce la seule acception possible du progrès? C'est un progrès culturel, pourrait-on dire. Mais qu'en est-il du progrès social? Si on évalue une société, par exemple, à la capacité à s'organiser de façon ordonnée, harmonieuse, on peut s'interroger sur nos sociétés, qui fabriquent du conflit, des inégalités sociales, de l'exclusion, alors que les sociétés primitives, précisément, tendent à se prémunir contre de tels risques et promeuvent l'égalité. Alors, quel est le bon instrument de mesure pour évaluer le progrès? Au fond, quand on adopte le terme de progrès pour penser les cultures, on pense moins les autres cultures, les autres groupes humains, qu'on se pense nous-mêmes. Ça en dit plus long sur nous que sur les autres. Puisque le moment de conclure est arrivé, j'aimerais vous laisser sur une phrase de Claude Lévi-Strauss, qui d'une certaine façon met en évidence et en relief tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Phrase énigmatique et pourtant puissante, sur laquelle je vous laisse méditer et sur laquelle je reviendrai avec vous prochainement.